Salut Xavier. Salut Lucas. Bonjour la communauté FFB. Bonjour. On s'est vu le 5 octobre dernier et vous nous avez posé de nombreuses questions dont certaines sont restées sans réponse. Aujourd'hui, on va y répondre avec Xavier sous 4 thématiques et quelques questions. Comment est-ce qu'on définit un groupe de travail en termes de nombre, de représentativité par exemple? Un groupe de travail, on va dire techniquement, ça commence autour de 3 personnes d'une certaine manière. Et on peut aller, si on utilise des outils d'intelligence collective, jusqu'à par exemple 250. On sait le gérer. Maintenant, lorsqu'on parle d'un groupe de travail dans une entreprise, on va dire qu'on est souvent dans un équilibre autour de 8-10 personnes. Comment est-ce qu'on peut choisir les équipes en fonction de leur complémentarité, du métier, des sujets, de l'expertise? Bah, j'ai envie de dire, dans une approche de management participatif, demandez à vos équipes. Elles savent les ressources dont elles ont besoin, elles savent éventuellement les personnes dont elles doivent s'entourer. Sachez surtout que là aussi, les outils d'intelligence collective qu'on peut utiliser dans le management participatif savent gérer à la fois la diversité et voire même l'hétérogénéité. Donc c'est ça qui va faire la richesse des échanges. Que signifie un résultat de concertation non intéressée? Je l'interprète comme non biaisé finalement. Et est-ce que la présence du manager est indispensable? Euh, alors, on en a parlé, je vous avais donné une illustration, le fait que les managers soient présents crée des biais. Oui, alors c'est toujours à regarder à l'aune de la maturité à la fois de l'équipe et du management. Lorsque l'équipe et le management sont habitués à travailler ensemble en intelligence collective, en management participatif, il n'y a plus cette impression d'avoir le regard du professeur qui tourne autour et qui, donc, du coup, crispe un peu les équipes. Donc ça, c'est la première chose. Au fur et à mesure que vous pratiquerez, il n'y aura plus ce sujet-là. Euh, et là aussi, il y a des méthodes, il y a des techniques qui permettent vraiment de minimiser au maximum les biais qui peuvent être dans cette relation manager-manager. Comment étudier les profils par des tests psychologiques par exemple? Oui, on l'a évoqué ensemble, il est important de connaître les talents de chacun de ses équipiers. Alors, il y a plusieurs types de tests psychologiques, plus ou moins courts, plus ou moins longs, plus ou moins chers, plus ou moins importants. Nous, on en utilise également plusieurs chez Sensenco. Je dirais que vous êtes des dirigeants, donc pour le comité de direction, un qu'on affectionne tout particulièrement s'appelle les natures multiples, parce qu'il va associer les intelligences aux natures intrinsèques des personnes. Donc ça le rend un peu plus global et un peu plus, je dirais, doux. Comment organiser une démarche de management participatif pour le rendre plus efficace? Tout dépend de la maturité, tout dépend de là où on en est. Vous avez tous vous partez tous de situations différentes. On l'a vu dans les post-it de fin d'atelier. Certains veulent continuer ce qu'ils ont engagé il y a 20 ans, d'autres commencent. Donc c'est vraiment de l'individuel. Maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est si votre équipe a envie, alors faites-les pratiquer. Il y a deux sujets, c'est le cadre et l'aspect stratégique ou pas. Ne commencez pas par des choses très stratégiques et soyez très clair sur le cadre de liberté qu'il y aura pour les équipes. Comment mobiliser l'équipe dirigeante dans un processus collaboratif? Alors d'abord, le sujet commence par soi-même. C'est où est-ce que j'en suis moi, de mon envie, de ma motivation pour lancer la dynamique. Ensuite, si on se pose la question, c'est qu'il y a encore des sujets. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe dirigeante n'est pas auto-portée ou auto-mobilisée sur le sujet. Quels sont ces freins-là? Là, il y a différents scénarios qu'on ne peut pas évoquer là maintenant, enfin, c'est trop complexe. Je pense qu'à ce moment-là, il faut se faire accompagner et en fonction des situations, commencer par tel sujet ou commencer par tel sujet, par exemple la posture de soi, est-ce qu'il se joue des choses dans le collectif, voilà, comment on peut oser ensemble se mettre en mouvement. Et comment responsabiliser les salariés? Ah, je dirais presque pour les salariés, c'est plus simple. En fait, donnez-leur à la fois un terrain de jeu, entre guillemets, et dans ce terrain de jeu, rappelez-vous, on a parlé du cadre ensemble, et dans ce terrain de jeu, donnez-leur de la liberté. Il faut qu'ils
il faut qu'à l'issue de ce temps collectif, ils puissent prendre leurs décisions et la mettre en œuvre. Ce qu'on peut faire, c'est leur apprendre aussi à piloter la mise en œuvre. Parce qu'il faut bien aller de l'idéation à la réalisation. Et là, il faut que tout le monde puisse avancer, parce que sinon, vous allez aussi vous dire, le participatif, c'est pas efficace. Donc c'est ce temps-là de cadrage, liberté et de réalisation. Comment associer un changement de méthode de travail? Pour le changement de méthode de travail, on revient sur ce qu'on a vu ensemble, notamment sur cette courbe du changement. En fait, lorsque vous allez lancer cette dynamique-là, vous allez passer nécessairement dans une phase de désorientation. Et comme je l'ai dit, en fonction des personnes, ça va être plus ou moins profond, plus ou moins long. Mais ça reste de la conduite du changement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait gérer. Il y a des jalons, voilà, il y a des méthodes pour le faire. Mais ça reste de la conduite du changement. À quelle fréquence faut-il se concerter en réunion pour garder les gens motivés? Alors, il y a deux questions. À quelle fréquence faut-il se concerter en réunion? C'est quoi le rythme des réunions? Je dirais que ça dépend du rythme du projet. Si c'est un projet dont on voit l'avancement qu'une fois par mois, il ne faut pas se réunir tous les jours. Sinon, on va avoir l'impression que les réunions ne servent à rien. Donc, qu'est-ce qui est utile par rapport au pilotage du projet? Ça concerne la fréquence en fait, des rituels ou des réunions. Ensuite, pour garder la motivation des gens, déjà, il y a plusieurs types de motivation. En fait, la motivation, ça ne se décrète pas. La motivation, au contraire, ça s'entretient, ça se construit. Euh, on a créé d'ailleurs un module e-learning autour de booster la motivation qui permet de comprendre en fait qu'est-ce qui est la motivation intrinsèque des personnes. Qu'est-ce qui va faire qu'elles vont être auto-motivées. Et là, on en est convaincu, la RSE apporte énormément d'outils ou de moyens de motiver les gens en faisant en sorte que, un, on donne du sens à l'action que font les gens, et deux, qui contribuent réellement et concrètement à la mise en œuvre. Comment définir le cadre d'un point de vue méthodologique? Ah, on en a, je pense, beaucoup parlé, et c'est fondamental en fait. Euh, il y a plusieurs manières de poser le cadre. On a l'impression d'être clair. La problématique, c'est que, comment dirais-je, il y a des choses qui sont implicites chez nous. Lorsque nous, par exemple, on travaille avec nos clients pour faire émerger le cadre, on pose beaucoup de questions et les clients, au fur et à mesure de notre questionnement, se disent justement, ah oui, d'accord, j'avais pas, ok, c'était peut-être, je pensais que c'était clair pour les autres, mais ça ne l'est pas forcément. Donc il y a quand même un exercice d'être capable de se mettre un petit peu en hauteur pour dire est-ce que le cadre est suffisamment clair ou pas. Mais en fait, il est fondamental. Donc, c'est une des bases pour moi du management participatif. Comment mesurer les projets en cours? Comment responsabiliser? Alors, pour ça, nous, on a un outil qu'on adore, qu'on utilise. Je vous en ai parlé à la fin de la présentation. Vous pouvez même le retrouver sur les slides qu'on vous envoie. C'est ce qu'on appelle un Kanban ou un système de pilotage de projets ou d'affaires de manière coopérative. C'est je fais avancer mes tickets, je fais avancer mes projets, je fais avancer mes affaires, et vous enfin, l'équipe le fait, et vous en tant que manager, vous pouvez passer n'importe quand devant le tableau et savoir où en sont les projets, s'il y a des problèmes, si quand il y a un problème, il y a bien un groupe de travail qui s'occupe de la résolution du problème. On peut faire beaucoup avec ces tableaux-là. Là, je vous invite vraiment à peut-être nous contacter d'ailleurs, parce qu'on a un outil assez formidable pour la coopération et l'efficience. Comment concilier le management situationnel avec son propre style de management? Pour moi, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre propre style de management, il vous appartient et c'est très bien. Et puis, à un moment donné, vous dites, tiens, là, de manière consciente, il faut que je sois plutôt directif, plutôt délégatif, plutôt persuasif. Donc, c'est une corde supplémentaire à votre arc. C'est un de vos outils. Comment éviter la lassitude du chef d'entreprise ou des équipes par ce type de management? Alors, je serais très étonné d'imaginer qu'une direction qui fait du management participatif
est-ce cette lassitude? C'est à la fois un chemin passionnant, c'est un chemin qui nécessite un travail sur soi. Il va probablement falloir que vous lâchiez prise, éventuellement même vous faire coacher, peut-être même faire coacher votre codir, parce qu'il va se jouer des choses. C'est un chemin qui est absolument passionnant. C'est un chemin où vous allez voir des personnes se révéler, d'autres qui vont être freins, comment lever les freins. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une stratégie interne à l'entreprise que, à titre personnel, je trouve absolument passionnante. Donc la lassitude, je ne vois pas vraiment. Au contraire. Merci Xavier, nous arrivons à la fin de ces questions. Bah, merci beaucoup. En tout cas, on a passé un réel plaisir avec Lucas lorsqu'on s'est vu. Et puis, bah, au plaisir de se recroiser sur le territoire. À bientôt. Merci Lucas. Merci Xavier.